La douce lumière du matin inondait la petite véranda, dessinant des rayures sur le parquet. Dehors, les sommets brumeux des Alpes se dressaient comme d'anciens géants endormis. L'air sentait le pin et la terre humide. Une odeur de paix à laquelle je commençais à peine à m'habituer. Je déballais le dernier carton de livres. Mes livres. Ceux qui avaient voyagé avec moi depuis une autre vie. Mes doigts effleurèrent un petit carnet à spirale usée, niché entre un recueil de poésie et un vieux manuel de jardinage. Je le sortis. La couverture était délavée. Les pages douces à force d'avoir été manipulées. Je l'ouvris à la première page. L'écriture était la mienne, mais elle semblait appartenir à une étrangère. C'était une liste. Pas une liste de courses, ni une liste de choses à faire. C'était une liste de moments. De douleurs. Quelques lignes se détachaient. Ils m'ont appelé, compliqué. Mon cadeau a été mis de côté. Il a parlé de ma maison comme si j'étais déjà partie. Une douleur sourde et douce amère résonna dans ma poitrine. Le fantôme d'un sentiment qui n'avait plus de pouvoir sur moi. Je traçai les mots du doigt. Puis je fermai le carnet et le posai sur l'étagère. Une relique. Un rappel. Le testament d'une vie qui avait pris fin 1 an plus tôt. Un samedi lumineux à Lyon. 1 an auparavant, mon monde était beaucoup plus petit. Il était contenu entre les 4 murs de l'appartement que mon mari Jean et moi avions acheté 30 ans plus tôt. L'appartement où nous avions élevé notre fils, Mathieu. L'appartement dans lequel je vivais seul depuis 19 ans. Depuis l'accident de voiture de Jean. Il ne sentait pas le pin et la montagne à l'époque. Il sentait l'encaustique au citron. Les vieux souvenirs et la pression constante et latente d'être nécessaire. Mon attention, dans ces derniers jours avant le mariage, était concentrée sur un morceau de tulle ivoire délicat. C'était le voile de Nathalie. Ma future belle-fille. Mon aiguille entrait et sortait de la fine dentelle. Un minuscule poisson d'argent nageant dans une mer de blanc. Je brodais les bords avec les plus petites perles de rocaille. Chacune à peine plus grosse qu'un grain de sable. Mon dos me faisait mal et mes yeux, même avec mes lunettes de lecture les plus fortes, peinaient sous la lumière de la lampe. Mais cela ne me dérangeait pas. J'y travaillais depuis 2 mois, volant des heures tôt le matin et tard le soir. C'était un cadeau du cœur. Je voulais qu'elle se sente belle. Chérie. Je voulais que mon fils la voie remonter l'allée et sache qu'elle était enveloppée de l'amour de notre famille. Mon amour. Le téléphone sonna. Son bruit strident rompant le silence feutré de l'appartement. Je savais qui c'était avant même de regarder. C'était Matt. Allô maman? Dit-il. La voix pressée. Il était toujours pressé ces derniers temps. Petite question. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce gratin dauphinois que tu faisais? Celui avec la croûte bien dorée. Nathalie essaie de planifier les repas pour après la lune de miel et elle avait adoré. C'était le thym. Mon chéri. Dis-je. Sans manquer un point. Et une petite touche de noix de muscade dans la crème. C'est ça le secret. Thym et muscade. Compris. Merci maman. Tu me sauves la vie. Il ne demanda pas comment j'allais. Il ne demanda pas comment s'était passée ma journée. Il avait obtenu ce dont il avait besoin et était prêt à raccrocher. C'était notre rythme habituel. Est-ce que tout le reste est prêt pour samedi? Demandai-je, essayant de retenir la connexion un instant de plus. Oui. Oui. Tout est sous contrôle. Nathalie a des tableurs pour tout? Rit-il. Bon. Je dois filer. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mon chéri. La ligne fut coupée. Je posai le téléphone. Un petit pincement familier au cœur. C'était un bon fils.
Je savais qu'il m'aimait. Mais parfois, je me sentais moins comme sa mère que comme son moteur de recherche personnel pour les souvenirs d'enfance et les recettes. 1 heure plus tard, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était ma belle-sœur, Isabelle. La sœur cadette de Jean. Son ton était un mélange de douceur artificielle et de panique sous-jacente. Hélène? Ma chérie. Comment vas-tu? Commença T.L. Je connaissais cette ouverture. C'était le préambule à une demande. Je vais bien. Isabelle. Je mets juste la dernière main au voile de Nathalie. Et toi? Oh. Je suis dans un pétrin pas possible. Soupira-t-elle de façon théâtrale. Ma baby-sitter habituelle vient d'annuler. Et j'ai un rendez-vous chez le coiffeur que je ne peux absolument pas manquer. C'est pour le mariage. Tu sais à quel point il est important d'être bien sur les photos. Y a-t-il une chance que tu puisses garder David et Julia quelques heures cet après-midi? Tu es toujours si doué avec eux. David avait 16 ans et Julia 14. Ils n'avaient pas besoin d'une baby-sitter. Ils avaient besoin d'un gardien de prison. Je regardais le voile. Les 15 derniers centimètres de perles complexes qui restaient à faire. J'avais prévu de le finir aujourd'hui. J'espérais finir ce voile. Isabelle. Commençais-je? La voix hésitante. Oh. Ça ne prendra pas longtemps. 3 heures. Maximum. S'il te plaît. Hélène? Tu me sauverais la vie. Littéralement. Le poids familier de l'obligation s'installa sur mes épaules. C'était pour le mariage. C'était pour la famille. Quand avais-je jamais dit non? D'accord. Isabelle. Soupirai-je en cédant. Amène-les. Tu es un ange. Je te revaudrai ça. Gazouilla T.L. Et je savais qu'elle aurait oublié l'avoir dit avant même de venir les chercher. C'était ma vie. Une série de petits sacrifices silencieux. Cousus ensemble comme les perles sur le voile de Nathalie. Chacun semblait insignifiant en soi. Mais ensemble, ils formaient le tissu même de mon existence. J'étais la personne fiable. Celle qui disait toujours oui. Celle qui faisait passer les besoins de tout le monde avant les siens. Je pensais que c'était ça. L'amour. Le matin du mariage arriva. Sous un ciel lyonnais parfait et sans nuages. J'avais préparé ma plus belle robe. Un simple fourreau bleu marine pour lequel j'avais économisé pendant plus de 3 mois sur ma petite retraite de couturière. C'était élégant. Discret. Je voulais avoir l'air de ce qu'une mère de mariée devrait être, fière, heureuse et discrètement présente. Je préparais ma petite pochette, m'assurant que le cadeau était bien à l'intérieur, un ensemble de luxueuses serviettes brodées à la main pour lesquelles j'avais dépensé une autre petite fortune. Je voulais qu'ils commencent leur vie ensemble entourés de belles choses. J'étais en train de me coiffer lorsque ma voisine, Madame Martin, appela. La voix affolée. Hélène. Vous n'allez pas le croire. La canalisation d'eau principale de notre rue vient de céder. Il y a de l'eau partout. Ils ont complètement fermé l'avenue Berthelot. La circulation est un cauchemar. Rien ne passe. Je regardais l'horloge de la cuisine. Il était 13h20. La cérémonie commençait à 14h. Mon cœur s'emballa. Le lieu de réception, le domaine de la forêt, était à l'autre bout de la ville. Un trajet qui prenait normalement 30 minutes. Depuis combien de temps c'est comme ça? Demandai-je, essayant de cacher la panique dans ma voix. Au moins 2 heures. C'est un désordre total. Mon esprit s'affola. Ma voiture était bloquée. Un taxi ne passerait jamais à travers les embouteillages. Je remerciai Madame Martin. Raccroché et attrapai mon sac.
Il n'y avait pas d'autre choix. Je mis mes talons les plus raisonnables. Bas. Mais toujours serrés et impitoyables, et je commençai à marcher. Mon voyage vers le mariage de mon fils ressemblait à une épreuve épique. Je marchais 10 rues dans ces chaussures qui me pinçaient pour rejoindre une ligne de bus principale. Le soleil tapant sur ma robe bleu marine. Le premier bus était bondé et lent, avançant au pas à travers la circulation déviée. Je descendis et pris une correspondance. Puis une troisième. Chaque étape du voyage remplie de la prière frénétique qui se répétait dans mon esprit, « S'il vous plaît. Faites que j'arrive à temps. S'il vous plaît. Ne me laissez pas le manquer. » Mes pieds hurlaient. Une ampoule se formait sur mon talon droit. Ma coiffure soignée commençait à s'affaisser sous l'humidité. Mais je continuais. J'étais une mère en mission. Rien n'allait m'empêcher de voir mon fils unique se marier. Quand je descendis enfin du dernier bus, il me restait encore 10 rues à parcourir. Je courus. Pas un jogging gracieux, mais un pas maladroit et déterminé dans ma robe serrée et mes chaussures douloureuses. Je vis enfin l'élégant panneau du domaine de la forêt. Mon souffle court et saccadé. Ma poitrine me brûlait. Je vérifiai ma montre. Il était 14h55. J'étais en retard. Terriblement. Impardonnablement en retard. Mais sûrement. Ils auraient attendu. Sûrement. Matt n'aurait pas commencé sans sa mère. Je me dirigeai en boitillant vers la grande entrée, le cœur battant d'un mélange d'épuisement et d'angoisse. En contournant le bâtiment, je vis des invités sortir d'une chapelle latérale sur une grande terrasse en pierre. Ils riaient, tenant des coupes de champagne. La musique d'orgue s'était arrêtée. La cérémonie était terminée. Je l'avais manqué. J'avais manqué le mariage de mon fils. Une vague de nausée et de honte m'envahit. Je sentis la piqûre des larmes derrière mes yeux, mais je les ravalai. Je ne pouvais pas m'effondrer ici. Je devais trouver Matt. Je devais m'expliquer. Je cherchais l'entrée principale de la salle de réception pour trouver les jeunes mariés. Mon chemin me fit passer par l'arrière du bâtiment, devant un petit jardin isolé. C'était une petite alcôve avec un banc, réservée à la noce pour se reposer entre les photos. Et c'est là que j'entendis sa voix. Celle de Nathalie. Elle était légère et animée, teintée de soulagement. Elle parlait avec ses amies, Yasmine et Chloé. Je suis tellement contente qu'elle ait manqué la cérémonie, dit Nathalie, suivie d'un petit rire. Vous savez comment elle est. Toujours à raconter ses difficultés. Il y a toujours une histoire triste à raconter. C'est épuisant de faire semblant de s'intéresser à chaque petit problème qu'elle a. Les trois se mirent à glousser. Yasmine soupira et ajouta, les belles-mères sont compliquées. N'est-ce pas? C'est probablement mieux qu'elle soit arrivée maintenant. Au moins, elle n'a pas gâché l'harmonie de la fête. Le monde bascula sur son axe. Les fleurs manucurées du jardin se brouillèrent en un tourbillon de couleurs sans signification. Les sons joyeux du cocktail s'estompèrent en un rugissement sourd dans mes oreilles. Moi. Hélène Girard. La femme qui avait travaillé des week-ends supplémentaires à l'atelier de couture pour aider à payer les fleurs de leur mariage. La femme qui avait passé 2 mois à broder son voile au cœur de la nuit après une journée de travail complète. La femme qui avait élevé Mathieu seul après la mort de son mari, cumulant 2 emplois pour donner à son fils une éducation et une vie digne. Compliquée. Pleine d'histoires tristes. C'est ainsi qu'il me voyait, après une vie de sacrifice silencieux. Pendant un instant, j'oubliais comment respirer. Le monde soigneusement construit dans lequel j'avais vécu si longtemps. Un monde bâti sur les fondations de mon propre don silencieux. Vola en éclats. Les mots résonnaient dans ma tête épuisant de faire semblant de s'intéresser. Mes sacrifices n'étaient pas vus comme de l'amour.
Ils étaient vus comme des fardeaux. Mes expériences de vie n'étaient pas des sources de sagesse. C'étaient juste des histoires tristes. L'air devint soudain épais et lourd. Et ma robe bleu marine, qui m'avait semblé si élégante une heure auparavant, me parut maintenant être un linceul. Mon premier réflexe fut de tourner les talons et de m'enfuir. De fuir dans les rues anonymes de la ville et de disparaître. De rentrer chez moi et de laisser le chagrin m'engloutir. Mais ensuite, un sentiment différent fit surface. C'était une clarté froide et aiguë que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était la résolution tranquille et d'acier d'une femme qui avait survécu à bien pire que des mots cruels. J'avais enterré un mari. J'avais travaillé jusqu'à ce que mes doigts soient à vif pour garder un toit au-dessus de la tête de mon fils. Je ne serais pas anéanti par la cruauté désinvolte d'une jeune fille de 26 ans en robe blanche. Je pris une profonde inspiration tremblante, me ressaisissant avec les mêmes fils invisibles que j'utilisais pour réparer les coutures déchirées. Je lissai ma robe, redressai les épaules et composai mon visage en un masque de sérénité neutre. Avec une grâce tranquille que je ne me connaissais pas, je sortis de l'ombre du jardin pour me mêler à la foule joyeuse et rieuse. J'entrerais dans cette salle avec un sourire discret, saluant tout le monde comme si j'étais arrivé exactement à l'heure prévue. Personne ne remarqua mes mains tremblantes alors que je serrais ma petite pochette. Celle qui contenait le cadeau que j'avais si soigneusement économisé pour acheter. Personne ne vit la tempête qui faisait rage derrière mes yeux. Pour la première fois, je ne regardais pas seulement ma famille. Je les observais. Mes yeux étaient enfin ouverts sur les détails subtils. Les expressions fugaces. Le langage codé que j'avais toujours ignoré par amour. Je vis ma belle-sœur, Isabelle, tenir la cour près du bar. Elle présentait fièrement la nouvelle petite amie de son fils Léo à un groupe d'amis. Sa voix animée alors qu'elle parlait du prochain voyage du couple en Italie. Mais lorsqu'une cousine éloignée tenta de m'intégrer à la conversation, me demandant comment s'était passé mon trajet, le comportement d'Isabelle changea. Elle devint brusque, évasive. Oh. Hélène a eu un petit souci de transport? Mais elle est là maintenant, dit-elle d'un ton dédaigneux, avant de changer rapidement de sujet. Quelques minutes plus tard, lorsque j'essayais d'approcher son groupe, elle me coupa la parole avec un sourire étudié. Oh. Excuse-moi, dit-elle en me touchant légèrement le bras. Je dois juste aller parler au traiteur pour les boissons. C'était toujours sa phrase d'évasion. Une excuse pour s'éloigner. Mes nièces, Léa et Julia, me saluèrent avec des bises obligatoires, leur joue n'effleurant jamais la mienne. Il n'y avait pas de chaleur sincère, juste une performance polie. Tante Hélène, quelle jolie robe, dit Léa, ses yeux balayant déjà la pièce à la recherche de ses amis. Oh. Excuse-moi. Camilla m'appelle là-bas. Je reviens discuter tout de suite. Elle ne revint jamais. Mon neveu David, le fils d'Isabelle, leva à peine les yeux de son téléphone lorsque je lui dis bonjour. Ses yeux sombres se tournèrent vers moi une seconde avant qu'il ne marmonne « Salut. Tante Hélène ». Un salut automatique et sans émotion. Il était plus absorbé par l'écran dans sa main que par la tante qui se tenait devant lui. Mon beau-frère, Nicolas, était assis à la table familiale principale avec sa femme, Carla. Il croisa mon regard plusieurs fois et me fit un petit signe de la main de l'autre côté de la pièce. Une reconnaissance paresseuse et distante. Mais il ne fit jamais le moindre geste pour venir me parler. Il ne m'invita jamais à les rejoindre à leur table. Même s'il y avait 2 chaises vides. Quand je m'approchai de leur table pour saluer Carla, elle fut polie mais froide. Oh. Hélène. Bonjour. Comment vas-tu? C'est un plaisir de te voir. Le mariage est magnifique,
N'est-ce pas? Et ce fut tout. La fin de la conversation. Son attention se reporta immédiatement sur la personne à côté d'elle. Je me sentais comme un fantôme au festin de mariage de mon propre fils. Présente encore, mais invisible en esprit. J'étais une obligation sociale à remplir rapidement. Une case à cocher avant qu'il ne puisse passer à des gens plus intéressants. Plus tard, vint le moment pour les jeunes mariés d'ouvrir leurs cadeaux. Je regardais de loin, debout avec un groupe d'autres invités moins importants. Je vis l'ensemble de serviettes, celles que j'avais brodées de leurs initiales en fil d'argent fin. Celles que j'avais payées avec 3 mois de ma retraite dans une boutique élégante du centre-ville. Nathalie les brandit un instant, et Matt me fit un sourire rapide et automatique de l'autre côté de la pièce. « Merci. Maman » cria-t-il. Nathalie ne regarda même pas la broderie. Elle les passa simplement à une demoiselle d'honneur, qui les plaça sur une pile grandissante. Le cadeau suivant venait de ses parents, un lave-vaisselle dernier cri. « Oh! Mon Dieu! C'est incroyable !» s'exclama Nathalie, son visage s'illuminant d'un plaisir sincère. « C'est exactement ce que nous voulions. Vous êtes les meilleurs. » Elle courut vers ses parents et leur fit de longs câlins effusifs. La différence était frappante. Douloureusement claire. Tandis que d'autres membres de la famille recevaient de longs câlins. Des conversations animées et une attention sincère. Mes interactions étaient toutes superficielles. Polies. Mais distantes. C'est là, en observant ces détails pour la première fois avec une réelle attention, que j'ai commencé à tout remettre en question. Avais-je toujours été aveugle à ces signes? Ou avais-je simplement choisi de ne pas voir la vérité pendant toutes ces années? Pour le dîner, je me retrouvais assise à une table avec de vieux voisins et de lointaines connaissances familiales. Madame Peterson, mon ancienne voisine de palier, se pencha et me chuchota, « Hélène, vous êtes différente aujourd'hui. Plus silencieuse que d'habitude. Est-ce que tout va bien? » Je forçai un sourire. Juste un peu fatiguée par la circulation pour arriver ici. Mentis-je. Mais la vérité était que quelque chose de fondamental était en train de changer en moi. Une prise de conscience douloureuse prenait lentement forme. Je regardais Matt se déplacer dans la fête, saluant tous les invités avec de larges sourires et des étreintes chaleureuses. Quand il arriva enfin à ma table, il se pencha, me fit un rapide baiser sur la joue et me demanda si j'appréciais la fête. « Tout est magnifique. Mon fils. Félicitations. » répondis-je sincèrement. Il sourit, me tapota l'épaule et repartit, passant à la table suivante. 3 minutes à ma table. 15 minutes à la table de ses beaux-parents. Un autre petit calcul silencieux que j'enregistrais dans mon esprit. La fête continua avec de la musique forte, de la danse et des rires. Je restai à ma table, engageant une conversation polie avec Madame Peterson et son mari, essayant de garder le sourire figé sur mon visage tandis qu'un ouragan silencieux se formait en moi. Je voyais ma famille s'amuser, mais toujours dans des cercles dont je ne faisais pas naturellement partie. Personne ne m'invita à danser. Personne ne vint tirer une chaise pour une discussion plus longue. Personne ne prit la peine de m'inclure dans leurs blagues ou leurs photos de groupe improvisés. Quand vint le moment du lancer du bouquet, je me tins avec les autres invités par obligation sociale, mais je ne participais pas à la bousculade enjouée pour les fleurs. Nathalie visa directement son groupe d'amis célibataires, qui crièrent et se poussèrent gentiment. J'applaudis poliment avec tout le monde, mais j'avais l'impression de regarder la vie des autres à travers une épaisse vitre. Vers 22h, alors que la fête commençait à se calmer et que certains invités commençaient à partir, je décidai qu'il était temps pour moi de partir. Je trouvai Matt près du bar, discutant avec ses amis Bruno et Léo.
Mon fils. Je m'en vais, dis-je en lui faisant un câlin. C'était une belle fête. Encore félicitations. Tu pars déjà? Maman? Demanda-t-il. Mais son ton était plus poli que réellement désireux que je reste. Tu ne veux pas rester un peu plus longtemps? Je suis un peu fatiguée. Mon chéri. Et tu devrais profiter du reste de la fête avec tes amis? Répondis-je, essayant de lui faciliter la tâche. Il parut soulagé. D'accord. Maman. Merci d'être venue. Tu as tout rendu si beau avec tes fleurs. Oui. Les fleurs. J'avais presque oublié. En plus de l'aide financière et du voile brodé à la main, j'avais également arrangé toutes les fleurs pour l'hôtel. Je connaissais un fournisseur qui m'avait fait un prix d'amis. Une faveur que j'avais sollicitée. J'avais passé une journée entière à préparer les roses et à disposer le gypsophile. Il le mentionna comme une pensée après coup. J'allais trouver Nathalie pour lui dire au revoir. Elle prenait des selfies avec ses amis près de la table des desserts. Nathalie. Ma chérie. Je pars maintenant? Dis-je en me penchant pour un câlin. Félicitations. Tu étais éblouissante. Oh. Merci. Hélène. Je suis contente que tu aies pu venir, répondit-elle en me faisant une étreinte rapide et froide. Hélène. Pas maman. Avec affection. Pas Madame Girard. Avec respect. Juste Hélène. Une façon de me tenir à distance? De me classer dans la catégorie d'une parente éloignée. Je me dirigeai vers la sortie, portant ma petite pochette et un cœur lourd de découvertes douloureuses. À la réception, je fis un signe de tête à quelques connaissances qui partaient également et appelai un taxi. Pendant les 20 minutes de trajet pour rentrer chez moi, je regardais par la fenêtre les lumières de la ville défiler, essayant de traiter tout ce que j'avais observé cette nuit-là. Quand je rentrai chez moi, j'enlevai mes chaussures qui me pinçaient, suspendis ma robe bleu marine dans le placard et m'assis dans la cuisine avec une tasse de thé. Mon appartement, qui pendant 30 ans avait été le lieu de rassemblement naturel de la famille pour les dîners du dimanche. Les anniversaires et les vacances me parut d'un silence troublant. Je regardais la grande table de la salle à manger, toujours mise et prête à recevoir des invités, et réalisais que cela faisait des mois que personne de la famille n'était venu me rendre visite sans un besoin spécifique. Je traversais les pièces de mon appartement, observant chaque détail avec des yeux neufs. La chambre d'amis, que je gardais toujours impeccable pour les urgences familiales. Le salon, toujours bien rangé pour les visiteurs. La cuisine, équipée pour cuisiner pour une foule. Tout était préparé pour une famille qui, comme je l'avais découvert ce soir, me voyait comme compliquée et pleine d'histoires tristes. Je m'assis dans le fauteuil où j'en lisais le journal avant l'accident. Pour la première fois, je laissais les larmes couler. Pas seulement pour la douleur fraîche de la soirée, mais pour tous les signes que j'avais choisi d'ignorer pendant des années. Les souvenirs commencèrent à s'assembler dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle douloureux. Je me souvins avoir vendu mon alliance pour aider à l'acompte du premier appartement de Matt et Nathalie il y a 2 ans. Et comment elle s'était plainte que le quartier était trop simple à son goût. Hélène, vous ne connaissez rien de plus près du centre-ville? Ce quartier est un peu loin de tout, avait-elle dit, inconsciente du sacrifice que j'avais fait pour les aider. Je me rappelais les dizaines de week-ends que j'avais passés à m'occuper des enfants d'Isabelle quand ils étaient plus jeunes, l'entendant toujours commenter que je n'avais de toute façon aucun engagement important, puisque j'étais veuve et retraitée. Hélène peut garder les enfants? Elle n'a rien d'important à faire ce week-end? Avais-je entendu Isabelle dire nonchalamment à son mari? Comme si mon temps n'avait aucune valeur. Je pensais aux réunions de famille où j'organisais tout. Je cuisinais pour 12 personnes,
nettoyait l'appartement, achetait les boissons et les desserts, et faisait toute la vaisselle ensuite. Pendant ce temps, les belles filles plus jeunes se contentaient d'arriver pour manger puis de repartir, toujours avec des excuses toutes faites. Oh, Hélène, on adorerait t'aider, mais on doit encore passer chez ma mère aujourd'hui. Ou, waouh, quel dommage. On a amené les enfants et ils sont si fatigués. On ne peut pas rester trop longtemps. Mon défunt beau-père, Richard, avait l'habitude de dire « Hélène, tu as un cœur trop grand pour cette famille. Fais attention à ne pas te perdre dans tout ce que tu donnes. » Maintenant, dans le silence des premières heures après le mariage, je comprenais enfin le sage avertissement qu'il avait essayé de me donner pendant des années. Je m'étais perdue. J'étais devenue si utile, si nécessaire, que j'étais devenue complètement invisible. À 3 heures du matin, toujours assise dans la cuisine avec ma 3e tasse de thé, je pris un stylo et un morceau de papier et commençai à écrire une liste. Pas une liste de griefs ou d'accusations, mais une liste de faits concrets que j'avais observés au fil des ans. Des faits que je voyais enfin avec clarté. Situations qui me font remettre en question ma place dans la famille. Écrivis-je en haut de la page. Point 1. Quand j'ai aidé financièrement pour le mariage, personne ne m'a remercié publiquement. Point 2. Quand je suis arrivée en retard à cause d'un problème de circulation indépendant de ma volonté, j'ai entendu des commentaires sur le fait que j'étais compliquée. Point 3. Pendant la fête, j'ai été traitée avec un protocole poli. Jamais avec une affection sincère. Point 4. Mon cadeau a été ignoré, tandis que d'autres ont été célébrés avec effusion. La liste s'allongea jusqu'à remplir 2 feuilles de papier. C'étaient de petits détails qui, isolément, pouvaient être considérés comme des coïncidences ou des malentendus. Mais ensemble, ils formaient un schéma clair et douloureux. J'étais tolérée, pas aimée. J'étais utile quand cela arrangeait, et ignorée quand je n'étais pas nécessaire. J'étais traitée comme une obligation familiale, pas comme une personne chérie. Quand le soleil commença à poindre à travers la fenêtre de la cuisine, j'eus une certitude qui me secoua jusqu'au plus profond de mon être. Ce n'était pas seulement une mauvaise nuit. C'était le moment où j'avais enfin vu une réalité qui existait depuis des années. Une réalité que j'avais refusé d'accepter par peur de la solitude et de l'abandon. Je me levai de la table, mis la liste dans un tiroir de la cuisine et allai prendre une douche. J'avais besoin de temps pour traiter tout cela et décider quoi faire de ces découvertes douloureuses. Une chose était certaine. Je ne pouvais plus prétendre que je ne savais pas comment ma famille me voyait vraiment. La question était, qu'allais-je faire de cette vérité dévastatrice que je venais de découvrir sur moi-même ? Les 5 jours qui suivirent le mariage se déroulèrent dans un brouillard dense et silencieux. Je me réveillai ce premier lundi matin avec une étrange quiétude dans la poitrine. Ce n'était pas de la pure tristesse, mais un mélange complexe de désillusion et de clarté que je n'avais jamais connu auparavant. Je préparai mon café. Comme toujours. Mais en m'asseyant à la table de la cuisine, je regardais la chaise vide où Jean s'asseyait et je murmurai, « Mon amour, je crois que tu avais raison. J'ai trop donné. Je n'aurais jamais imaginé être aussi invisible pour eux. » Pendant cette première semaine, je commençais à prêter une réelle attention aux détails qui me passaient auparavant inaperçus. Mon téléphone, qui sonnait normalement plusieurs fois par semaine pour des demandes d'aide, de conseils ou des invitations de dernière minute, resta silencieux. Il n'y eut pas de « Salut maman. Comment s'est passé ton dimanche ?» de la part de Matt. Pas de « Tante Hélène. Peux-tu jeter un œil à ces factures pour moi ?» de l'un de mes neveux. Pas d'appel d'Isabelle me demandant si je pouvais aller chercher quelque chose pour elle. Le silence n'était pas une coïncidence.
C'était une confirmation douloureuse que ma valeur pour la famille était directement liée à ce que je pouvais offrir. Et non à qui j'étais. Je passais le mardi et le mercredi à parcourir mon appartement, regardant chaque pièce avec des yeux différents. La salle à manger. Toujours prête à accueillir des invités qui ne venaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. La chambre d'amis. Maintenue impeccable pour des urgences familiales qui n'étaient jamais une question d'attention, mais seulement de commodité. Le jeudi. Je décidai de mener une expérience douloureuse mais nécessaire. J'appelai Matt à l'heure où je savais qu'il quittait le travail. Salut. Mon fils. Comment vas-tu? Demandai-je, utilisant mon ton chaleureux habituel. Salut maman. Tout va bien, dit-il, avec le bruit de la circulation en fond sonore. Je suis un peu pressé là. Je vais retrouver des amis. Tu as besoin de quelque chose? La question me frappa comme un éclair. Tu as besoin de quelque chose? Sa première pensée n'était pas de créer un lien, mais de trier. De voir si mon appel nécessitait une action de sa part. Non. Mon fils. J'appelais juste pour savoir comment toi et Nathalie vous installiez après le mariage. Dis-je. Pour voir s'il montrerait un intérêt pour une conversation plus longue. Oh. Tout va bien. Maman. Nathalie est occupée à organiser toutes les nouvelles affaires dans l'appartement. On s'en sort très bien. Écoute. Il faut vraiment que j'y aille. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. D'accord? Et il raccrocha. Clairement anxieux de mettre fin à l'appel. Je restai là, tenant le téléphone silencieux pendant quelques minutes. Une profonde solitude s'installant dans ma poitrine. Mon propre fils. Le garçon que j'avais élevé seul pendant 19 ans après la mort de Jean. Traitait les conversations avec moi comme des interruptions gênantes dans sa vie. Adolescent. Lorsqu'il était triste ou inquiet. J'étais la première personne qu'il cherchait. Maintenant. À 27 ans. J'étais clairement la dernière personne avec qui il voulait passer du temps à parler. Le vendredi. J'essayais d'appeler Isabelle pour lui proposer de déjeuner le week-end. Salut. Isabelle. Comment vas-tu? Je pensais faire cette lasagne que vous aimez tous dimanche. Que dirais-tu de venir déjeuner? Sa réponse fut polie mais froide. Oh. Hélène. Quel dommage. Ce week-end est déjà si chargé. Les enfants ont des activités. Et Bruno veut juste se détendre à la maison. On fera ça une autre fois. D'accord? Je raccrochai le téléphone et sentis une douleur sourde dans mon estomac. Elle n'a pas proposé d'autre date. Quand quelqu'un veut vraiment vous voir, il propose un autre jour. Quand quelqu'un est simplement poli, il utilise la phrase « on fera ça une autre fois » et n'en parle plus jamais. C'est exactement ce qu'Isabelle avait fait. Elle m'avait éconduite poliment, sans réel intérêt pour un projet futur. Pendant ce week-end solitaire, je commençais à faire quelque chose que j'avais évité pendant des années, je revis des souvenirs anciens avec une honnêteté brutale. Je m'assis dans le salon avec une boîte de vieilles photographies et commençai à analyser non seulement les images, mais aussi les contextes dont je me souvenais pour chaque moment. Je vis des photos de fêtes d'anniversaire où j'apparaissais toujours en arrière-plan, servant le gâteau, arrangeant la table ou nettoyant quelque chose. Jamais détendue et profitant de la fête comme une invitée. Je trouvais une photo de la fête des 15 ans de ma nièce Léa. Il y a 3 ans. J'avais travaillé une journée entière à l'atelier et m'étais dépêchée de rentrer pour faire 2 gâteaux maison, un au chocolat. Un à la fraise parce que je savais qu'elle aimait les 2. Sur la photo, je suis en arrière-plan, ajustant les serviettes sur la table, tandis qu'Isabelle est au centre, serrant Léa dans ses bras et posant pour la caméra.
La reine de la fête ne regardait même pas dans ma direction. Je me souvins que ce jour-là, en arrivant avec les gâteaux, Isabelle avait commenté nonchalamment, « Oh. Bien. Hélène. » Je commençais à m'inquiéter que tu aies oublié. Je devenais nerveuse pour le dessert. Il n'y eut aucun merci pour l'effort. Aucune reconnaissance de l'attention. Juste le soulagement que j'ai rempli ma fonction attendue de fournir le dessert. Je continuais à fouiller dans les photos et trouver des images du dernier Noël. Il y a 8 mois. J'apparaissais sur plusieurs photos en train d'organiser des choses, disposer les cadeaux sous le sapin, porter les plats de la cuisine, ramasser les assiettes sales. Sur aucune photo je n'étais simplement assise, détendue ou en train de discuter nonchalamment avec quelqu'un. J'étais toujours en mouvement. Toujours en train de servir. Toujours en train de réparer quelque chose pour les autres. Ce dimanche après-midi, je sortis à nouveau un stylo et du papier et commençai un autre type de liste. Cette fois, c'était une liste de situations spécifiques où j'avais donné bien plus que je n'aurais dû et n'avais reçu aucune reconnaissance ou réciprocité réelle. Le premier souvenir qui me vint à l'esprit datait d'il y a 2 ans. Lorsque mon neveu Léo traversait des difficultés financières après la fermeture de son entreprise. Il était venu me rendre visite un jeudi soir, un événement rare. Car mes neveux ne venaient presque jamais sans une raison spécifique. Tante Hélène. Est-ce que je peux te parler de quelque chose? Demanda-t-il. Visiblement nerveux. Nous nous assîmes dans le salon. Et il m'expliqua qu'il avait 3 mois de loyer de retard et que son propriétaire menaçait de l'expulser. Lui et sa femme. Carolina. Je n'ai personne d'autre à qui demander. Tati. Mes parents ne peuvent pas se le permettre. Et les parents de Carolina ont aussi des difficultés. Mon cœur se serra en voyant son désespoir. Le lendemain, je me rendis à la banque et retirai 2000 € de mon compte d'épargne, de l'argent que j'économisais pour remplacer le vieux réfrigérateur de ma cuisine. Je lui donnai l'argent ce samedi-là, en disant, ne t'inquiète pas de me rembourser rapidement. L'important, c'est que vous alliez bien tous les deux. Il me serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Tati, tu nous as sauvé la vie. Je n'oublierai jamais ça. 6 mois plus tard, Léo trouva un nouvel emploi et sa situation financière se stabilisa. Il ne mentionna jamais l'argent que je lui avais prêté. Il n'offrit jamais de rembourser ne serait-ce qu'une petite partie. Il ne reparla jamais de la faveur que je lui avais faite. Lors des réunions de famille suivantes, il me traita avec la même distance polie et froide que d'habitude. Comme si ce moment de désespoir et l'aide que j'avais offerte n'avaient jamais existé. J'écrivis cette histoire sur ma liste. Et je sentis un mélange de tristesse et de colère monter en moi. Ce n'était pas de la colère pour l'argent lui-même. J'avais offert mon aide de bon cœur, sans attendre de remboursement immédiat. C'était de la colère d'être complètement oubliée et mise de côté dès que mon utilité avait pris fin. C'était comme si j'étais une pharmacie, utile en cas d'urgence. Oubliée quand la personne allait mieux. La deuxième situation que j'enregistrais sur la liste s'était produite l'année dernière. Ma belle-sœur, Isabelle, devait voyager pour s'occuper de sa mère, qui s'était cassé le bras. Elle m'appela un dimanche matin, clairement désespérée. Hélène, maman est tombée à la maison et s'est cassé le bras. Je dois voyager pour rester avec elle quelques jours. Mais je ne peux pas emmener David et Julia car ils ont école. Peux-tu rester avec eux chez moi? C'est juste pour une semaine. J'annulai mes projets personnels, j'avais un rendez-vous chez le médecin et une visite à ma cousine Sylvie de prévu et passé 7 jours à m'occuper de ma nièce et de mon neveu chez Isabelle. Je me levais à 6 heures du matin pour préparer le petit déjeuner. Les conduisais à l'école. Les récupérais l'après-midi. Aidais aux devoirs. Préparais le dîner et gérais la routine de la maison. C'étaient 2 adolescents.
14 et 16 ans. Ce n'était pas un travail simple. Pendant cette semaine, je remarquais des détails révélateurs sur la façon dont les enfants d'Isabelle me voyaient. David, le jeune de 16 ans, sortait voir des amis sans me dire où il allait. Il rentrait quand il voulait et répondait par monosyllabes quand j'essayais d'engager la conversation. « Où étais-tu » demandais-je quand il arrivait à 23 heures. « Dehors » répondait-il, montant directement dans sa chambre. Julia, à 14 ans, était plus polie mais tout aussi distante. Elle acceptait que je cuisine pour elle, que je lave ses vêtements et que j'organise ses affaires. Mais elle n'offrit jamais d'aider ni ne montra de gratitude sincère. Tout était automatique. Merci. Tante Hélène, dit sur un ton automatique, sans chaleur ni réelle reconnaissance. Quand Isabelle rentra de son voyage le dimanche suivant, j'avais laissé la maison impeccable, le linge lavé et repassé, et le réfrigérateur rempli de plats préparés pour la semaine. Elle me remercia rapidement. Oh, Hélène, merci beaucoup. Tu m'as sauvée. Mais 2 semaines plus tard, quand j'appelais pour proposer de déjeuner et de parler de l'état de sa mère, elle était trop occupée et n'avait pas de temps pour des engagements supplémentaires. J'écrivis cette deuxième situation sur la liste et réalisai un schéma douloureux. On faisait appel à moi en cas d'urgence. J'utilisais mon temps et mon énergie pour résoudre les problèmes des autres. On me remerciait rapidement une fois ma fonction terminée. Puis on m'oubliait jusqu'au prochain besoin. J'étais comme un outil rangé dans un placard, utile en cas de besoin, invisible le reste du temps. Le troisième souvenir que je décidai de consigner était encore plus récent et douloureux. 2 mois avant le mariage de Matt, il était venu me voir, inquiet des coûts de la fête. Maman, ça devient plus cher que ce qu'on imaginait. Le lieu, le traiteur, les fleurs. C'est serré, expliqua-t-il, clairement embarrassé de demander une aide financière. Même en sachant que ma retraite était modeste, je proposais de l'aider comme je le pouvais. Mon fils, je peux participer pour les fleurs. Je connais Richard du marché aux fleurs, et il me fera un prix d'amis. Je ne mentionnais pas que pour obtenir ce prix spécial, je devrais travailler des week-ends supplémentaires à l'atelier de couture pendant 2 mois. Je travaillais les samedis et dimanches à faire des ourlets de robes de soirée pour gagner l'argent des fleurs. En plus de cela, je passais des nuits blanches à broder les détails sur le voile de Nathalie. Un travail d'amour fait main qui leur économisa plus de 500 €. Mes doigts me faisaient mal. Ma vue se fatiguait. Mais je voulais qu'elle se sente spéciale le jour de son mariage. Quand je lui donnai le voile terminé 2 semaines avant la cérémonie, sa réaction fut « Oh, c'est mignon. Hélène. Merci. Mignon. » 2 mois de nuit blanche. Les doigts piqués par tant de broderies. L'amour et le soin investis dans chaque point. Et sa réaction était mignonne. À ce moment-là, je fis semblant d'être satisfaite de ses remerciements. Mais au fond, je ressentis un pincement de tristesse. Plus tard, au mariage, quand je l'entendis me qualifier de compliqué, je compris que tout cet effort et ce sacrifice n'avaient pas suscité de gratitude ni d'affection, mais seulement l'attente que j'en ferais toujours plus. J'écrivis cette troisième situation et réalisai que ma liste révélait un schéma constant de relations unilatérales. Je donnais de l'amour, du temps, de l'argent et de l'énergie. En retour, je recevais un protocole poli et étais oublié jusqu'au prochain besoin. Ce n'était pas de la réciprocité. C'était de l'exploitation émotionnelle déguisée en dynamique familiale normale. Le lundi de la semaine suivante, exactement 10 jours après le mariage, je décidai de faire un dernier test.
J'appelais ma cousine Julie, qui avait toujours été plus proche de moi et montrait généralement une affection plus sincère. Julie. Comment vas-tu? Ça me manque de parler à quelqu'un de la famille. Dis-je, étant honnête sur mon besoin émotionnel. Sa réponse me surprit. Oh. Hélène. Je suis si contente que tu appelles. En fait, je m'inquiétais pour toi. J'ai remarqué que tu étais plus silencieuse que d'habitude au mariage. Il s'est passé quelque chose? Tu semblais un peu distante. Pour la première fois depuis des semaines? Quelqu'un avait remarqué mon état émotionnel et s'était soucié assez pour demander directement. Je décidai de lui ouvrir mon cœur. Du moins en partie. Julie. Puis-je te poser une question honnête? Penses-tu que la famille me voit comme compliquée? Comme quelqu'un qui a toujours des problèmes ou des difficultés à raconter? Il y eut un silence inconfortable à l'autre bout du fil qui dura juste un peu trop longtemps pour être à l'aise. Hélène? Pourquoi tu demandes ça? Quelqu'un a dit quelque chose? Demanda-t-elle. Clairement mal à l'aise. Je lui racontai les mots que j'avais entendus dans le jardin, sans mentionner de nom spécifique pour éviter de créer un conflit familial. J'ai entendu des commentaires sur le fait que j'étais compliquée et que j'avais trop d'histoires tristes. Ça m'a fait réfléchir si c'est comme ça que vous me voyez tous. La réponse de Julie était bien intentionnée. Mais c'était une confirmation. Hélène? Tu sais que parfois. Eh bien? Tu aimes parler de tes difficultés. Et il n'y a rien de mal à ça. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Peut-être que certaines personnes sont juste moins patientes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne t'aiment pas. La famille. C'est comme ça. Pleine de hauts et de bas. Je raccrochai le téléphone avec une certitude dévastatrice. Même Julie, qui était le membre le plus attentionné de la famille, confirmait indirectement que j'étais vue comme quelqu'un qui aime parler de ses difficultés. Ma recherche de connexion émotionnelle, en partageant mes expériences personnelles, était interprétée comme de la négativité ou du drame. Ma vulnérabilité humaine était vue comme un défaut de personnalité. Cette nuit-là, assise dans la cuisine avec ma 4e tasse de thé, je terminai ma liste avec une conclusion douloureuse mais libératrice. J'avais passé les dernières années à essayer d'acheter de l'amour par le don et le sacrifice. J'offrais de l'aide financière, du travail gratuit, une disponibilité émotionnelle et des soins maternels, espérant recevoir en retour de l'affection et de l'appréciation. Mais le véritable amour ne s'achète pas. Soit il existe naturellement, soit il n'existe pas. Je regardai l'horloge sur le mur de la cuisine. Il était 2 heures du matin. Un mardi silencieux. Je pliai soigneusement ma liste et la mis dans le tiroir avec la première liste que j'avais faite la nuit du mariage. 2 semaines de réflexion intense m'avaient amené à une compréhension claire et dévastatrice. On ne m'aimait pas pour qui j'étais, mais on me tolérait pour ce que je fournissais. La question qui me hantait maintenant était simple et terrifiante. Si j'arrêtais d'offrir de l'aide, du temps et des ressources, combien de temps faudrait-il à ma famille pour remarquer mon absence? Et quand ils la remarqueraient? Serait-ce par affection sincère? Ou juste par inconvénient pratique? Je savais que bientôt, je devrais prendre une décision sur la manière de gérer cette nouvelle et douloureuse prise de conscience. Je ne pouvais plus prétendre ignorer ma véritable position dans la dynamique familiale. La question était, qu'allais-je faire de cette vérité qui brûlait silencieusement dans ma poitrine? La transformation commença exactement 15 jours après le mariage. Un lundi matin gris. Lorsque je me réveillai avec une clarté froide qui me surprit. Il n'y eut pas de larmes dramatiques. Pas de moment d'effondrement émotionnel. J'ouvris simplement les yeux à 6 heures du matin. Comme toujours. Mais cette fois avec une détermination sereine que je n'avais jamais ressentie auparavant.
Je me levai, préparai mon café et m'assis à la table de la cuisine avec un stylo et du papier. Il était temps de mener une analyse honnête et pratique de ma relation avec ma famille. Non plus comme une victime éplorée, mais comme une femme intelligente qui avait enfin décidé de voir la réalité. Je commençai par lister des situations concrètes des 2 dernières années. Les déjeuners du dimanche, où je cuisinais pour 12 personnes et où personne ne proposait d'aider. Pas même pour débarrasser. Il se levait simplement de table et allait au salon regarder la télévision, me laissant seule dans la cuisine pendant 2 heures, à laver les assiettes et à ranger les restes. Les cadeaux d'anniversaire attentionnés que je faisais, toujours choisis avec soin et achetés avec un sacrifice financier, mais qui n'étaient jamais rendus avec le même zèle ou investissement. J'écrivis sur les petites urgences financières que je résolvais toujours avec ma modeste retraite de couturière. Ce n'étaient pas des sommes énormes, car mes revenus ne le permettaient pas. Mais je réalisais que je donnais toujours la priorité à leur confort plutôt qu'à mes propres besoins. J'annulais des projets personnels, reportais des achats importants pour mon appartement et économisais sur mes propres médicaments pour pouvoir les aider quand ils en avaient besoin. La liste s'allongea pendant 3 heures ininterrompues. C'étaient de petits détails qui, isolément, pouvaient être interprétés comme des coïncidences ou des malentendus. Mais ensemble, ils formaient un schéma clair et douloureux que je ne pouvais plus ignorer. J'étais une commodité, pas une priorité. On me consultait quand on avait besoin de quelque chose. Et on m'oubliait quand tout allait bien. Sans drame ni apitoiement, mais avec une froideur analytique qui m'impressionna moi-même. Je commençai à planifier des changements. Pas des changements explosifs ou vengeurs, mais des ajustements progressifs et définitifs dans la façon dont je me positionnais au sein de la dynamique familiale. S'ils me voyaient comme quelqu'un de toujours disponible pour résoudre les problèmes, j'allais simplement cesser d'être disponible. Au cours des 2 semaines suivantes, je commençai à mettre en œuvre de petits changements dans mon comportement, testant les réactions et observant les conséquences. Quand Isabelle appela pour me demander de garder David un après-midi parce qu'elle avait un rendez-vous chez le coiffeur, je répondis poliment, « Oh, Isabelle, quel dommage. Je ne peux pas aujourd'hui. J'ai un rendez-vous. » Je ne mentais pas. J'avais pris rendez-vous avec moi-même pour organiser mes placards. Mais c'était un engagement légitime. Sa réaction fut révélatrice, une irritation mal dissimulée et une pression émotionnelle. Mais Hélène, c'est juste cet après-midi. Tu peux toujours aider pour ces choses-là. Qu'est-ce que tu as de si important à faire ? Le ton exigeant confirmait que ma disponibilité était considérée comme une obligation. Pas une faveur. J'ai des engagements personnels. Isabelle. Peut-être une autre fois. Répondis-je fermement, mettant fin à la conversation. Quand Matt appela pour me demander si je pouvais regarder une facture de service public qu'il trouvait confuse, je proposai une alternative. Mon fils, tu peux apporter la facture ce week-end ? Et je t'apprendrai à la lire. Comme ça, tu sauras pour la prochaine fois. Il était visiblement agacé. Oh, maman. Pas la peine de compliquer les choses. Jette juste un coup d'œil rapide et dis-moi si c'est correct. Je tins bon. Mathieu. Il est important que tu apprennes ces choses. Je suis ta mère. Pas ta secrétaire personnelle. Le silence gêné qui suivit me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne voulait pas apprendre. Il voulait que je résolve le problème pour lui. Comme je l'avais toujours fait. Laisse tomber. Maman. Je demanderai à un ami de regarder. Dit-il. Clairement irrité. Ces petits changements de comportement commencèrent à générer des réactions intéressantes. Léo, qui me devait 2000 € depuis plus d'1 an, se présenta chez moi un jeudi soir, une visite rare qui m'alerta immédiatement sur un besoin quelconque.
Tante Hélène. Comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé? Dit-il, essayant d'engager une conversation anodine. Après 15 minutes de bavardage superficiel, il en vint au fait. Tati. Carolina est enceinte. On est si heureux. Mais un peu inquiet des coups de la chambre du bébé et tout ça. Je compris immédiatement où cette conversation menait. Il tâtait le terrain pour une autre demande d'aide financière? Sans même mentionner l'argent qu'il me devait encore. Je répondis avec une affection sincère, mais avec fermeté. C'est une merveilleuse nouvelle? Léo. Félicitations à vous deux. Je suis sûre que vous vous organiserez financièrement pour accueillir le bébé. Et ce fut tout. Je n'offris pas d'aide supplémentaire. Je n'ouvris pas la porte aux demandes. J'exprimais simplement ma joie pour la nouvelle et ma confiance en leur capacité à gérer leurs propres affaires. Sa réaction fut un malaise évident. Il s'attendait à ce que j'offre automatiquement une aide financière ou que je me rende disponible pour acheter des articles pour la chambre du bébé. Quand cela ne se produisit pas, il tenta une approche plus directe. Oui. Tati. Ça va être une période avec beaucoup de dépenses. Les bébés. Ça coûte cher. N'est-ce pas? Je gardai mon sourire et répondis, bien sûr. Mais vous êtes jeune et travailleur. Vous trouverez un moyen. Il quitta mon appartement visiblement frustré. Sans avoir obtenu ce qu'il était venu chercher. Plus important encore, il partit sans jamais mentionner l'argent qu'il me devait. Cela confirma mon soupçon, il me voyait comme une source inépuisable de ressources. Jamais comme une personne qui avait aussi ses limites et ses besoins. Pendant la 3e semaine de ma transformation silencieuse, je commençais à prendre des mesures plus concrètes concernant ma vie personnelle. J'appelais ma cousine Julie, qui vivait à Annecy et avait toujours insisté pour que je passe du temps chez elle. Julie. Tu te souviens que tu m'invites toujours à visiter ta ville? Je pense sérieusement à faire un voyage. La joie sincère dans sa voix m'émut. Hélène? C'est merveilleux. Quand veux-tu venir? Je peux venir te chercher à la gare. Et nous organiserons une belle visite de la ville. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un montrait un réel enthousiasme à l'idée de ma compagnie. Non pas comme une faveur ou une obligation, mais comme un plaisir sincère. Nous programmâmes une visite pour le mois suivant, et je commençai à planifier. J'aurais besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon appartement pendant quelques jours. Automatiquement, je pensais à demander à Isabelle ou à Matt. Comme toujours. Mais ensuite je me demandais, pourquoi prendrait-il soin de mon appartement avec amour alors qu'il ne prenait même pas soin de ma compagnie avec amour? Je décidai d'engager Madame Gable, une voisine qui offrait des services de garde à domicile. Ce serait une dépense supplémentaire? Mais cela me donnerait une indépendance totale et la garantie que mon appartement serait bien entretenu. Plus important encore, je ne devrais aucune faveur à des gens qui avaient déjà montré qu'ils ne me voyaient que comme une commodité. En organisant ce voyage, je commençai à trier progressivement mes affaires. Ce n'était pas encore un déménagement définitif, mais une réorganisation nécessaire. J'ouvris des tiroirs que je n'avais pas touchés depuis des années et y trouvai des trésors oubliés. Des lettres affectueuses que j'avais écrites à des membres de la famille, mais pour lesquelles je n'avais jamais reçu de réponse similaire. Des photos où j'apparaissais toujours en train de servir ou d'organiser quelque chose. Des reçus de cadeaux généreux que j'avais faits sans jamais recevoir de réciprocité équivalente. Chaque tiroir que j'ouvrais racontait une histoire de don unilatéral. Je trouvais le reçu de la machine à coudre que j'avais achetée pour la fille d'Isabelle quand elle voulait apprendre les travaux manuels. Une machine qui m'avait coûté 4 mois de ma retraite et qui avait été utilisée 2 fois avant d'être abandonnée dans un placard. Je trouvais des photos du barbecue d'anniversaire de Bruno où j'apparaissais dans la cuisine en train de faire la vaisselle pendant que tout le monde s'amusait dans le jardin.
Je découvris un dossier avec tous les bordereaux de virements que j'avais fait au fil des ans pour aider lors de petites urgences familiales. En additionnant le tout, je réalisais que j'avais donné plus de 5 000 € au cours des 3 dernières années, de l'argent dont je m'étais privé dans ma vie personnelle, mais qui n'avait jamais été reconnu comme un sacrifice important par ceux qui le recevaient. Le moment le plus douloureux de cette réorganisation se produisit lorsque je trouvai une boîte de cadeaux que j'avais achetée au fil des ans mais jamais offert. C'étaient des articles que j'avais vus dans des magasins et pensé, ce serait parfait pour Matt. Ou Isabelle adorerait ça. Je les achetais avec affection et les gardais pour des occasions spéciales qui ne venaient jamais. Ou quand elles venaient. Mes cadeaux étaient reçus avec un protocole poli. En regardant cette boîte de cadeaux non offerts, je compris symboliquement ce qui m'était arrivé. J'étais toujours prête à donner plus d'amour que je n'en recevais. Toujours disposée à investir plus dans la relation que l'autre personne. C'était un déséquilibre qui me laissait constamment anxieuse et insatisfaite. Toujours dans l'attente d'une réciprocité qui ne venait jamais. La 4e semaine après le mariage, l'événement qui cristallisa ma décision finale se produisit. Matt se présenta à l'appartement un vendredi soir, accompagné de son ami Bruno. Il n'était pas là pour me rendre visite, mais pour récupérer des outils qu'il avait laissés dans le garage quand il vivait avec moi. Ils ne sont même pas entrés pour un café ou une discussion sociale. Je regardais par la fenêtre de la cuisine pendant qu'il fouillait dans le garage. J'entendis Bruno commenter nonchalamment, « Mec, ta mère a un super appart pour une seule personne ? Non. Ça doit coûter cher à entretenir seul. Grande surface. Spacieux. » Matt répondit sans hésiter. Ouais. Mais elle a l'habitude de vivre ici. Quand elle ne sera plus là, il faudra voir ce qu'on fait de cet endroit. Ces mots me glacèrent jusqu'aux os. Quand elle ne sera plus là. Il ne faisait pas référence à mon déménagement dans un endroit plus petit et plus adapté à mon âge. Il faisait référence à ma mort. Mon propre fils discutait nonchalamment avec un ami de ce qu'il faudrait faire de mon appartement à ma mort, alors que j'étais vivante et en bonne santé à 67 ans. La froideur de cette conversation me montra quelque chose de dévastateur. Je n'étais pas vue comme une personne ayant le droit de prendre des décisions sur sa propre vie. J'étais vue comme l'occupante temporaire d'un bien qui était déjà mentalement partagé entre les héritiers. Mon existence était vue comme un obstacle temporaire à des projets futurs qui ne m'incluaient pas. Cette nuit-là, après leur départ sans même un au revoir correct, je m'assis à la table de la cuisine et j'écrivis une lettre. Pas une lettre d'accusation ou de grief, mais une lettre d'adieu respectueuse et définitive. Chère famille, comment sais-je ? Après mûre réflexion sur notre dynamique, je réalise que vous avez raison. Il est temps pour moi de trouver mon propre espace sans interférer dans vos vies. J'écrivis pendant 2 heures, choisissant chaque mot avec soin. Je ne mentionnais pas de blessures spécifiques car je ne voulais pas créer de drame familial. Je ne fis pas d'accusation directe car je n'avais pas besoin de justifier ma décision à des gens qui avaient déjà montré qu'ils ne valorisaient pas ma présence. Je les informais simplement de ma décision de déménager définitivement et de leur donner l'intimité qu'ils désiraient clairement. L'appartement sera sous la garde de Maître Dubois jusqu'à ce que je décide des prochaines étapes. Veuillez respecter mon besoin de distance en ce moment. Je souhaite un bonheur sincère à chacun d'entre vous. Avec amour, Hélène. Je terminai la lettre à 2 heures du matin et la laissai sur la table de la cuisine, avec les clés de l'appartement disposées sur un petit plateau. Aux premières heures du samedi matin, j'appelai un taxi pour me conduire à la gare. 2 petites valises étaient tout ce dont j'avais besoin. J'avais appris que le bonheur ne prend pas beaucoup de place physique. Je laissai l'appartement propre et organisé. Comme toujours. Mais cette fois pour ma propre satisfaction. Pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Pendant les 3 heures de trajet en car vers Annecy, je ressentis un mélange complexe de tristesse et de soulagement que je n'avais jamais connu auparavant.
Tristesse pour la fin d'un cycle familial qui avait duré des décennies. Soulagement d'avoir enfin pris une décision basée exclusivement sur ce dont j'avais besoin pour mon bien-être émotionnel. Et non sur ce que les autres attendaient de moi. En regardant par la fenêtre du car, les paysages changeant lentement, je murmurais une prière silencieuse. Jean. Mon amour. Je crois que j'ai enfin appris la leçon que tu as essayé de m'enseigner. Je ne peux pas aimer des gens qui me voient comme une commodité. Il est temps de m'aimer moi-même. Avec la même intensité que j'ai toujours aimé les autres. Lorsque le car entra dans la gare d'Annecy et que je vis ma cousine Julie m'attendre avec un sourire de joie sincère, je sus que j'avais pris la bonne décision. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un était vraiment heureux de me voir. Non pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais simplement parce qu'il appréciait ma compagnie. C'était le début de ma nouvelle vie. Construite sur des fondations différentes. Le respect de soi au lieu du sacrifice. La réciprocité au lieu du don unilatéral. La paix intérieure au lieu de l'approbation extérieure. À 67 ans, j'apprenais enfin la différence entre aimer et être exploité émotionnellement. La réaction à mon départ commença dès le 2e jour. Canalisée par Maître Dubois. Exactement comme je l'avais prévu. Ma cousine Julie m'accueillit à Annecy avec une chaleur sincère que je n'avais pas ressentie depuis des années. Hélène. Quelle joie de t'avoir ici, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. J'ai préparé la chambre d'amis avec vue sur les montagnes. Et j'ai déjà prévu de belles sorties pour nous. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un organisait des choses en pensant à mon plaisir, et non en fonction de ce que je pouvais faire pour leur faciliter la vie. Pendant ces premiers jours dans la maison confortable de Julie, j'établis une routine simple mais satisfaisante. Je me réveillais sans réveil, prenais mon café sur la terrasse en regardant le lever du soleil sur les montagnes, et me promenais dans les rues bordées d'arbres de la ville sans avoir à me presser pour résoudre les problèmes de qui que ce soit. C'était une liberté que j'avais oublié le droit de vivre mon propre temps. À mon propre rythme. Le 3e jour, Maître Dubois appela avec le premier rapport des réactions de ma famille. Madame Girard. Votre fils Mathieu était dans mon bureau ce matin. Il était plus confus que sincèrement inquiet. M'informa-t-il de sa voix calme et professionnelle. Il a demandé plusieurs fois quand vous reviendriez à la normale et si je savais où vous séjourniez. Revenir à la normale. L'expression me disait tout sur la façon dont Matt voyait ma décision. Pour lui, mon acte n'était pas un choix légitime fait par une femme adulte en quête de dignité et de respect. C'était un écart temporaire par rapport à la norme. La norme étant moi. Toujours disponible pour ses besoins. Sans questionner mon propre bien-être. Que lui avez-vous dit? Maître Dubois? Demandai-je. Curieuse de savoir comment mon fils réagirait à la réalité de ne pas avoir d'informations sur ma localisation. Je lui ai expliqué que vous étiez en sécurité et en bonne compagnie, mais que vous aviez demandé une intimité totale pour une période indéterminée. Il n'a pas du tout apprécié cette réponse. Le 4e jour, la 2e réaction arriva par l'intermédiaire de l'avocat. Isabelle s'était présentée à son bureau. Non pas pour s'enquérir de mon état émotionnel ou pour manifester une quelconque préoccupation familiale, mais pour obtenir des informations pratiques. Elle était plus irritée qu'inquiète, rapporta Maître Dubois. Elle a demandé si vous seriez de retour à temps pour la fête de remise des diplômes de sa fille Léa le mois prochain. Quand je lui ai expliqué que je n'avais pas cette information, elle a demandé qui organiserait l'événement si vous n'étiez pas disponible. Cette réaction provoqua un mélange de tristesse et de confirmation. Isabelle ne s'inquiétait pas pour moi en tant que personne. Elle s'inquiétait de savoir qui allait gérer les problèmes logistiques que je résolvais toujours. Je n'étais pas vue comme une tante aimée qui leur manquerait, mais comme une organisatrice d'événements qui devait être disponible à leur convenance. Nathalie fut la 3e à chercher des informations.
Et son approche fut la plus révélatrice de toutes. Selon Maître Dubois, elle arriva au bureau en exigeant des explications et en voulant la clé de mon appartement pour récupérer des ustensiles de cuisine qu'elle avait laissés pendant les préparatifs du mariage. Où est passée Hélène ? Avait-elle exigé. Elle ne peut pas disparaître comme ça sans explication. Et s'il y a une urgence familiale ? L'hypocrisie de cette préoccupation pour les urgences familiales me remplit d'indignation. Pendant les 2 mois de préparation du mariage, Nathalie n'avait jamais montré un intérêt sincère pour mon bien-être émotionnel. Maintenant, mon absence devenait un problème parce qu'elle avait besoin d'ustensiles de cuisine et de quelqu'un à blâmer si les arrangements familiaux tournaient mal. Quand Maître Dubois expliqua que je ne voulais aucun contact pour une durée indéterminée, elle soupira avec une irritation visible. Mais qui va s'occuper d'organiser les affaires de famille maintenant ? Avait-elle dit. Elle s'occupait toujours de tout. C'était la confirmation exacte dont j'avais besoin sur la façon dont il me voyait, non pas comme une personne avec une valeur intrinsèque, mais comme une solutionneuse de problèmes pratiques. Je racontai la conversation à Julie lors de notre café de l'après-midi. Pendant ma 2e semaine à Annecy, j'établis une nouvelle routine qui m'apporta une tranquillité que je n'avais pas connue depuis de nombreuses années. Je trouvai un emploi à temps partiel à la bibliothèque municipale, où ma patience avec les enfants et mes compétences organisationnelles étaient sincèrement appréciées par la coordinatrice. Une femme chaleureuse nommée Anna-Béatrice. Madame Girard, c'est une bénédiction de vous avoir ici, dit Anna-Béatrice à la fin de ma première semaine. Les enfants adorent quand vous racontez des histoires, et votre organisation des livres a été impeccable. C'était la première fois depuis des années que je recevais une reconnaissance professionnelle pour des compétences que j'avais toujours possédées mais que ma famille n'avait jamais correctement valorisées. Je commençais à assister à un groupe de lecture hebdomadaire à la bibliothèque, où je rencontrais des personnes intéressantes comme Daniel, un veuf de 71 ans qui devint un compagnon respectueux et attentionné. Daniel avait perdu sa femme 3 ans auparavant et comprenait parfaitement mon parcours de redécouverte personnelle après des relations familiales épuisantes. Hélène, puis-je vous dire quelque chose que j'ai appris après le décès de ma Rose ? Demanda Daniel lors d'une de nos promenades dans le centre-ville. J'ai appris que le véritable amour ne devrait pas causer de douleur constante. Si vous ressentez de la douleur à chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance émotionnelle. Ou de la manipulation. Ces mots résonnèrent profondément en moi car ils décrivaient exactement ce que je ressentais par rapport à ma famille. Chaque interaction avec eux me laissait émotionnellement épuisée, remettant en question ma valeur, me sentant inadéquate ou problématique. Ce n'était pas l'effet que des relations saines devraient avoir. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais vue et appréciée pour qui j'étais vraiment, pas pour ce que je pouvais faire ou résoudre pour les autres. Daniel appréciait ma compagnie lors de nos promenades. Anna-Béatrice valorisait ma contribution au travail. Les enfants de la bibliothèque s'illuminaient quand ils me voyaient arriver. C'était de la réciprocité sincère, pas de l'exploitation déguisée en amour familial. 2 mois après mon départ, Maître Dubois m'informa de l'escalade des réactions de ma famille. Madame Girard, votre fils Mathieu est revenu ? Cette fois plus insistant. Il a dit que la famille ne peut pas s'organiser sans vous et que tout le monde est inquiet. Le ton de l'avocat suggérait qu'il n'était pas convaincu de la sincérité de cette inquiétude. Sur quoi ont-ils spécifiquement du mal à s'organiser ? Demandai-je, soupçonnant qu'il ne s'agissait pas de problèmes émotionnels, mais pratiques. Eh bien, selon lui, personne ne sait comment organiser le déjeuner de la fête des mères. La fête de Léa a été un désastre car personne n'a pensé aux détails comme les serviettes et les décorations. Et Isabelle a du mal à trouver une baby-sitter le week-end. Exactement comme je l'avais imaginé. Ma présence aimante ne leur manquait pas. Mes services gratuits leur manquaient.
Ils ne s'inquiétaient pas de mon bien-être émotionnel. Ils étaient gênés par l'absence de la personne qui résolvait leurs problèmes pratiques. Maître Dubois, dis-je fermement. Veuillez informer Mathieu que je vais très bien. Que j'ai trouvé la paix intérieure. Et que ces difficultés d'organisation qu'ils rencontrent sont des occasions pour eux de développer leur propre autonomie et responsabilité. 3 mois après mon départ, la confrontation que je savais inévitable se produisit. Matt réussit à obtenir mon adresse par des contacts mutuels. Il a probablement fait pression sur une connaissance jusqu'à ce qu'il découvre où je séjournais. Un jeudi après-midi. Il se présenta chez Julie sans prévenir, clairement déterminé à me convaincre de revenir. Julie m'appela à la bibliothèque où je travaillais. Hélène, ton fils est là. Veux-tu que je dise que tu n'es pas là? Je pris une profonde inspiration et décidai d'affronter la situation. Il était temps d'avoir une conversation définitive sur les nouvelles limites de notre relation. Je trouvai Matt assis dans le salon de Julie. Visiblement agité et impatient. Quand il me vit, il se leva immédiatement. Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu dois arrêter ce drame et rentrer à la maison. La famille ne fonctionne pas correctement sans toi pour organiser les choses. Ces premiers mots confirmèrent toutes mes suspicions. Il ne demanda pas comment je me sentais. Il ne montra aucun intérêt pour mon bien-être émotionnel. Il ne reconnut pas que je pouvais avoir des raisons légitimes pour ma décision. Il exigea simplement que je reprenne ma fonction d'organisation au sein de la famille. Mathieu, répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Assieds-toi. Parlons comme des adultes. Il s'installa dans le fauteuil, s'attendant clairement à ce que j'explique ma phase difficile et que je promette de revenir à la normale. Mon fils. Pendant 67 ans de ma vie, j'ai toujours fait passer les besoins de la famille avant les miens. Maintenant, j'apprends à prendre soin de moi. Mais maman, tu es notre mère. C'est normal que tu t'occupes de la famille, protesta-t-il, ne comprenant pas que prendre soin de la famille ne devrait pas signifier effacer ma propre individualité. J'ai besoin que tu reviennes. Nathalie est stressée parce qu'elle ne sait pas comment organiser les choses à la maison. Tante Isabelle n'arrête pas d'appeler pour demander qui va préparer le déjeuner du dimanche. Et pourquoi Nathalie n'apprend-elle pas à organiser sa propre maison? Pourquoi Isabelle ne prépare-t-elle pas ses propres déjeuners du dimanche? Demandai-je, mettant le doigt sur la vraie blessure. Pourquoi avez-vous tous besoin de moi pour résoudre des problèmes que des adultes indépendants devraient être capables de résoudre seuls? Son expression passa de la frustration à quelque chose de proche de la panique. Maman, tu parles comme si tu ne voulais plus faire partie de notre famille. C'était le point central qu'il ne pouvait pas saisir. Je voulais faire partie de la famille. Mais je ne voulais plus être la directrice de maison non rémunérée déguisée en matriarche. Mathieu, te souviens-tu quand tu avais 15 ans et que tu étais triste parce que la fille que tu aimais ne t'avait pas rappelé? Demandai-je, essayant une approche qu'il pourrait comprendre. Tu te souviens que je t'ai dit que le véritable amour ne devrait pas être une souffrance constante? Que les relations saines devraient apporter de la joie? Pas de la douleur? Il hocha la tête, ne comprenant pas où je voulais en venir. Mon fils. Pendant des années, mon interaction avec cette famille m'a causé plus de douleur que de joie. Vous me cherchez quand vous avez besoin de quelque chose et m'ignorez quand tout va bien. Vous me voyez comme compliqué quand j'exprime mes besoins émotionnels. Ce n'est pas de l'amour sain. Mais maman, essaya-t-il d'interrompre. Mais je continuai fermement. À ton mariage, j'ai entendu ta femme me qualifier de compliquée parce que j'avais trop d'histoires tristes. Vous voulez que j'existe seulement pour résoudre vos problèmes. Jamais pour partager ma propre vie et mes expériences humaines. Vous voulez une employée? Pas une mère. Le silence qui suivit fut dense et révélateur.
Matt était clairement en train de traiter des informations qu'il n'avait jamais considérées auparavant. Peut-être que pour la première fois de sa vie d'adulte, il était forcé de voir notre relation à travers mes yeux, et non plus seulement à travers le prisme de ses propres besoins. Maman, tu veux que je m'excuse pour Nathalie? Je peux lui parler? Tenta-t-il, ne comprenant toujours pas que le problème n'était pas un malentendu isolé, mais un schéma de relation dysfonctionnelle qui durait depuis des années. Je ne veux pas d'excuses vides. Mathieu. Je veux un respect sincère? Répondis-je avec une fermeté qui me surprit même moi-même. Je veux être vue comme une personne avec sa propre valeur, pas comme une solutionneuse de problèmes familiaux. Je veux des relations où je reçois aussi des soins et de l'attention, pas seulement où j'en donne. Il resta silencieux pendant de longues minutes, luttant clairement entre la reconnaissance de ma perspective et le maintien de la dynamique familiale qu'il avait toujours avantagée. Et si on essayait de changer les choses? On peut être différent, suggéra-t-il, mais sans réelle conviction. Je regardais mon fils, le garçon que j'avais élevé seul pendant 19 ans, que j'aimais inconditionnellement, que j'avais protégé et nourri de toute mon énergie. Et je ressentis une profonde tristesse mêlée à un amour mature. Mathieu. Les vrais changements de comportement se produisent quand une personne reconnaît sincèrement qu'elle a eu tort et s'engage à se transformer. Tu proposes un changement parce que tu veux que je retourne résoudre des problèmes pour vous. Pas parce que tu reconnais que tu m'as maltraité. La vérité de cette affirmation flotta dans l'air entre nous. Il savait que j'avais raison. Son offre de changement était stratégique, pas sincère. C'était une tentative de plus pour me convaincre de reprendre mon rôle précédent, pas une réelle transformation de la façon dont il me voyait. Maman, s'il te plaît, tenta-t-il une dernière fois. Mais je secouai la tête avec une fermeté aimante. Mon fils, je t'aimerai toujours, mais je n'accepterai plus d'être traité comme une commodité. Si un jour tu veux une relation vraiment réciproque avec moi, basée sur le respect mutuel et un intérêt sincère pour ma vie, je serai là. Mais je ne ferai plus semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il quitta la maison de Julie cet après-midi-là sans avoir obtenu ce qu'il était venu chercher. Je regardais par la fenêtre pendant qu'il montait dans sa voiture avec une expression défaite. Et pour la première fois, je ne me sentis pas coupable d'avoir déçu mon fils. Je me sentis fière d'avoir défendu ma propre dignité. Cette nuit-là, en parlant de la rencontre avec Julie, elle dit quelque chose qui resta gravé dans ma mémoire. Hélène, tu as fait quelque chose de courageux que beaucoup de femmes de notre génération n'arrivent jamais à faire. Tu as choisi ton propre bien-être plutôt que de maintenir la paix familiale à tout prix. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'autopréservation nécessaire. 6 mois après mon départ, Maître Dubois m'informa que la famille avait cessé de demander des informations sur mon retour. Je crois qu'ils ont enfin compris que votre décision est définitive, Madame Girard. Leur acceptation ne venait pas de la compréhension ou du remords, mais de la résignation pratique à la réalité que je ne retournerai pas à mon rôle précédent. La dernière information que j'ai reçue à leur sujet est venue d'une connaissance commune que j'ai croisée en ville. J'ai appris que Matt et Nathalie rencontraient des difficultés de base avec l'organisation domestique, découvrant sur le tard à quel point il était compliqué de gérer une maison sans quelqu'un de toujours disponible pour s'occuper des détails. Isabelle avait engagé une baby-sitter le week-end, payant pour des services que j'avais fournis gratuitement pendant des années. Plus important encore, j'ai appris que mon appartement restait fermé et bien entretenu sous la supervision de Maître Dubois, en attente de ma décision quant à son avenir. C'était ma garantie de sécurité et d'indépendance, le symbole concret que je ne dépendais pas de l'approbation familiale pour avoir une place dans le monde. Ce soir-là, en regardant les étoiles depuis la terrasse de Julie avec Daniel à mes côtés et une tasse de thé à la main,
J'ai réfléchi au parcours douloureux mais libérateur que j'avais accompli. J'ai appris que le véritable amour ne devrait pas exiger l'anéantissement de soi. Qu'une famille saine devrait nourrir tous ses membres, et non pas seulement en exploiter certains au profit des autres. Pour la première fois depuis des décennies, personne n'attendait de moi plus que ce que j'étais prête à offrir librement. C'était une liberté qui était arrivée tard dans ma vie. Mais elle apportait une paix intérieure que je n'aurais jamais cru possible d'atteindre. L'amour que je ressentais pour ma famille existait toujours. Mais il était désormais tempéré par des limites saines et le respect de soi. C'était un amour plus mature, moins désespéré. Un amour qui n'avait pas besoin d'approbation extérieure pour rester vivant dans mon cœur. Une année entière s'est écoulée depuis mon installation permanente à Annecy. Et les nouvelles de la famille arrivaient sporadiquement. Par l'intermédiaire de maîtres du bois ou de connaissances communes de ma ville d'origine. J'ai appris que Matt et Nathalie avaient rencontré de sérieuses difficultés d'organisation domestique pendant les premiers mois sans ma présence constante. Ils ont découvert tardivement que c'était moi qui me souvenais des anniversaires importants de la famille élargie, qui coordonnait les réunions familiales lors des fêtes, et qui maintenait l'harmonie sociale par de petits gestes qu'ils n'avaient jamais remarqués pendant que je les faisais. Maître Dubois m'a dit que Nathalie l'avait contacté 3 fois au cours des 6 premiers mois, demandant toujours quand Madame Girard reviendrait à la normale. La dernière fois, elle était visiblement frustrée. Maître, la famille est tellement désorganisée sans elle. Plus personne ne pense à acheter des cadeaux pour les anniversaires des cousins. Personne ne coordonne les déjeuners du dimanche. Tout le monde est un peu perdu. Le choix de ces mots en disait long sur la façon dont j'étais perçue. Non pas comme une personne qui leur manquait par affection, mais comme un système d'organisation qui maintenait la logistique familiale en marche. Mon absence créait un inconvénient pratique, pas un vide émotionnel. C'était la confirmation exacte dont j'avais besoin sur la nature de nos relations. Isabelle a dû apprendre à assumer l'entière responsabilité de ses propres enfants le week-end, découvrant de première main à quel point il était épuisant d'être une mère sans une grand-mère toujours disponible pour les urgences. Selon les informations que j'ai reçues, elle avait engagé une baby-sitter régulière et payait désormais pour des services que j'avais fournis gratuitement pendant des années. Le coût mensuel de cette baby-sitter était supérieur à l'ensemble de ma pension de retraite. Ce n'est qu'alors qu'elle a commencé à saisir la valeur économique réelle de ce que j'avais offert gratuitement. L'appartement où j'avais vécu pendant 3 décennies est resté fermé et silencieux. Maître Dubois ne s'occupant que de l'entretien juridique de base pendant que je décidais calmement de son avenir. Parfois, je pensais à le vendre et à investir l'argent dans ma nouvelle vie. Mais pour l'instant, je préférais le garder comme une garantie de sécurité et un symbole de mon indépendance financière. Mon beau-frère, Nicolas, aurait apparemment commenté à des voisins curieux qu'il ne s'attendait jamais à ce qu'Hélène soit aussi têtue à propos de sa décision. Il ne comprenait toujours pas que mon attitude n'était pas impulsive ou temporaire. C'était une décision mûre et nécessaire pour ma préservation émotionnelle. Comme beaucoup d'hommes de sa génération, il interprétait ma fermeté comme de l'entêtement plutôt que de la reconnaître comme un respect de soi légitime. Pendant la seconde moitié de ma première année à Annecy, j'ai reçu une information de Maître Dubois qui a suscité des sentiments complexes. Léo, mon neveu qui me devait 2000 € depuis plus de 2 ans, avait finalement remboursé la dette. Pas à moi directement, mais en déposant le montant sur un compte que l'avocat avait ouvert spécifiquement à cet effet. Il est venu au bureau l'air embarrassé, a rapporté Maître Dubois. Il a dit qu'il avait mis du temps à rembourser parce qu'il ne savait pas comment vous contacter, mais que sa conscience ne le laissait pas en paix. Il était intéressant de voir comment Léo avait réussi à trouver mon numéro de téléphone et mon adresse lorsqu'il avait besoin d'aide il y a 2 ans. Mais ne savait pas comment prendre contact lorsqu'il était temps de rendre l'appareil. Le paiement tardif n'a apporté ni satisfaction ni colère. Juste une confirmation mélancolique que mon absence avait forcé certains membres de la famille à faire face à des responsabilités qu'ils m'avaient toujours déléguées.
C'était une croissance douloureuse mais nécessaire pour toutes les personnes impliquées. Ma nouvelle vie à Annecy était devenue étonnamment riche en satisfaction personnelle et en relations sincères. Le travail à la bibliothèque municipale a évolué vers un poste de coordinatrice adjointe, où les enfants m'appelaient affectueusement Mamie Hélène des histoires. C'était un titre que j'avais gagné par une affection sincère, pas par une obligation familiale. Anna Béatrice, la coordinatrice en chef, est devenue une véritable amie qui valorisait mon expérience de vie et mes compétences organisationnelles. Hélène, je ne sais pas comment nous fonctionnions ici avant votre arrivée. Vous avez apporté une organisation aimante qui fait toute la différence dans l'atmosphère, a-t-elle dit lors de mon évaluation annuelle. C'était une reconnaissance professionnelle basée sur la compétence et le dévouement, pas sur la convention sociale. Pendant mes après-midi libres, je maintenais une routine simple mais profondément satisfaisante. Je me promenais dans le parc municipal avec Daniel, qui était devenu un compagnon constant et respectueux. Notre amitié a évolué naturellement vers une camaraderie mature. Il n'y avait pas de précipitation romantique, pas de pression pour des définitions. Juste la joie de deux personnes mûres appréciant des conversations intéressantes et des silences confortables. Hélène, dit Daniel lors d'une de nos promenades le long du sentier des Araucarias. Puis-je vous avouer quelque chose? Après la mort de ma Rose, je pensais que je ne ressentirais plus jamais de plaisir en compagnie de quelqu'un. Vous m'avez montré qu'il est possible de trouver une nouvelle connexion sans essayer de remplacer ce qui a été perdu. Ces mots m'ont ému car ils exprimaient exactement ce que je ressentais. Nous n'essayons pas de recréer des relations passées, mais de construire quelque chose de nouveau et de spécifique à ce que nous étions maintenant. Le week-end, j'aidais ma cousine Julie dans ses projets de jardinage, découvrant un talent pour les plantes que je n'avais jamais eu le temps d'explorer lorsque je vivais constamment pour les besoins des autres. Ensemble, nous avons transformé son jardin en un petit jardin à thème, avec des parterres d'herbes médicinales, des fleurs pour chaque saison et un espace de lecture en plein air. Hélène, tu as la main verte pour les plantes, commentait Julie alors que nous admirions les tournesols que nous avions plantés au début de l'automne. Je pense que tu as toujours eu ce don. Mais tu n'as jamais eu le temps de le découvrir. C'était vrai. Pendant des décennies, je m'étais occupée des besoins de tout le monde autour de moi. Mais je n'avais jamais eu le temps de découvrir mes propres aptitudes et intérêts personnels. Quand de nouvelles personnes en ville me posaient des questions sur ma famille d'origine, je répondais simplement, j'ai un fils adulte et plusieurs neveux et nièces. Mais nous avons chacun suivi notre propre chemin dans la vie. Je ne ressentais aucun besoin d'explication détaillée ou de justification pour la distance. C'était juste un chapitre définitivement clos de mon histoire personnelle, sans amertume ni nostalgie excessive. Pendant les soirées tranquilles sur la terrasse de Julie, j'ai pris l'habitude d'écrire dans un petit carnet, pas un journal intime dramatique, mais de simples réflexions sur la journée. Des observations sur les plantes du jardin, des pensées sur les livres que je lisais. C'était une façon de traiter ma transformation personnelle et d'enregistrer des découvertes sur qui j'étais lorsque je n'étais pas définie par les rôles familiaux que j'avais portés pendant des décennies. L'une de ces nuits, j'ai écrit quelque chose qui m'a surprise par sa clarté. J'ai découvert que je peux aimer ma famille à distance, sans leur permettre de me faire du mal de près. Le véritable amour nécessite parfois des frontières géographiques pour rester sain. C'était une sagesse douloureuse mais libératrice que je n'avais jamais considérée comme possible auparavant. À la fin de la première année, j'ai reçu une information par Maître Dubois selon laquelle Matt essayait de mieux comprendre ma décision et aimerait beaucoup avoir une conversation en face à face pour clarifier tout malentendu. J'ai lu le message attentivement. J'ai réfléchi calmement pendant quelques jours à la possibilité d'un rapprochement et je suis arrivée à une conclusion sereine. J'ai demandé à Maître Dubois de transmettre que j'allais bien, que j'étais en paix, et qu'il n'y avait aucun malentendu à clarifier. Seulement une décision mûre qui devait être respectée.
Ce n'était ni de la vengeance ni de l'entêtement. C'était une autopréservation consciente basée sur l'expérience réelle de la façon dont nos relations fonctionnaient en pratique. Si un jour il veut construire une relation sincèrement nouvelle avec moi, basée sur le respect mutuel et un intérêt réel pour ma vie en tant que personne indépendante, je serais ouverte au dialogue, ai-je ajouté dans le message. Mais je n'ai aucun intérêt à retourner aux anciens schémas où j'existais principalement pour résoudre les problèmes des autres. Maître Dubois m'a informé que Matt avait reçu le message avec une expression pensive mais n'avait pas insisté davantage. C'était un progrès. Il commençait enfin à accepter que ma décision n'était pas un caprice temporaire mais un changement de vie permanent. Pendant ma 2e année à Annecy, j'ai établi des traditions personnelles qui m'ont apporté une joie sincère. Chaque dimanche matin, je préparais un café spécial et lisais sur la terrasse, sans me presser d'aller nulle part ou de résoudre les problèmes de qui que ce soit. C'était un luxe simple que je ne pouvais pas me permettre lorsque mon emploi du temps était toujours subordonné aux urgences familiales. J'ai organisé un groupe de lecture hebdomadaire à la bibliothèque, spécifiquement pour les personnes de plus de 60 ans, où nous discutions de livres que nous choisissions collectivement. Hélène, vous avez une façon spéciale de faire en sorte que tout le monde se sente écouté dans ces discussions, a commenté Madame Éléonore, une participante régulière. C'était une compétence que j'avais toujours eue, mais qui était rarement reconnue ou valorisée dans le contexte familial. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat à l'hôpital local, rendant visite à des patients âgés qui ne recevaient pas de visite familiale régulière. Ironiquement, j'offrais à des étrangers le genre de compagnie attentionnée que ma propre famille avait rejeté. La différence était que ces patients appréciaient sincèrement ma présence et montraient une gratitude sincère pour les moments que nous partagions. Vous avez un don pour parler aux patients les plus difficiles ? A observé le docteur Carlos, un gériatre de l'hôpital. Il se calme quand vous arrivez. C'est un talent rare. C'était une reconnaissance professionnelle pour des qualités humaines que j'avais développées au cours de décennies à prendre soin des autres. Maintenant enfin valorisées dans le bon contexte. Au début de ma 3e année dans ma nouvelle vie, quelque chose s'est produit qui a mis à l'épreuve ma sérénité durement gagnée. J'ai appris, par une connaissance rencontrée au marché, que Matt et Nathalie rencontraient de graves problèmes conjugaux. J'ai entendu dire qu'ils sont en thérapie de couple, a dit Madame Maria, qui connaissait la famille depuis des années. Il semble qu'ils aient du mal à s'adapter aux responsabilités de la vie d'adulte. Ma première réaction a été une impulsion maternelle automatique de vouloir aider, de réparer, d'intervenir d'une manière ou d'une autre pour soulager la souffrance de mon fils. Mais j'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé les leçons apprises pendant ces années de distance. L'amour mature signifie parfois permettre aux gens de faire face aux conséquences de leurs propres choix. C'est dommage, ai-je répondu à Madame Maria. Mais je suis sûre qu'ils trouveront un moyen de s'en sortir ensemble. Ce sont des adultes capables. Et je le pensais vraiment. Ce n'était pas de la froideur ou du désintérêt, mais une confiance sincère en leur capacité à se développer en tant que personnes indépendantes. Ce soir-là, en parlant avec Daniel, il a dit quelque chose qui a confirmé mon intuition. Hélène, si vous vous étiez précipitée pour aider maintenant, vous leur auriez appris qu'ils peuvent continuer à prendre des décisions irresponsables, car il y aura toujours quelqu'un pour réparer les conséquences. Parfois, le plus grand acte d'amour est de permettre aux gens de grandir à travers leurs propres difficultés. Un de ces après-midi ensoleillés, alors que j'arrosais les fleurs sur la terrasse à côté de Daniel, qui m'aidait dans un silence respectueux, j'ai souri en réalisant une vérité simple mais profonde. Pour la première fois depuis des décennies, personne n'attendait de moi plus que ce que j'étais prête à offrir librement. Il n'y avait pas de demande silencieuse, pas d'attente tacite, pas de culpabilité émotionnelle lorsque je choisissais de prendre soin de moi. J'avais appris une leçon précieuse sur les relations humaines.
Aimer vraiment ne signifie pas accepter un manque de respect constant. Et prendre soin de moi n'était pas de l'égoïsme. C'était une autopréservation nécessaire. L'amour sincère ne devrait pas causer la douleur constante que j'avais ressentie avant ma transformation. Les relations saines devraient nourrir toutes les personnes impliquées. Et non pas seulement en avantager certaines au détriment des autres. En regardant en arrière, je voyais mon parcours non pas comme un abandon familial, mais comme une récupération de mon individualité perdue. Pendant des années, je m'étais complètement dissoute dans les rôles de mère, de tante, de belle-sœur et d'organisatrice familiale, oubliant que j'avais aussi le droit d'être simplement Hélène, une femme avec des besoins, des rêves et des limites légitimes. La paix intérieure que j'avais atteinte ne venait pas de l'absence d'amour, mais de la présence du respect de soi. Je continuais à aimer ma famille à distance. Mais maintenant cet amour était tempéré par des limites saines qui protégeaient ma dignité personnelle. C'était un amour plus mature, moins désespéré. Un amour qui n'avait pas besoin d'approbation extérieure pour rester vivant dans mon cœur. Parfois, lorsque j'étais assise sur la terrasse en fin de journée, regardant le coucher de soleil sur les montagnes d'Annecy, je murmurais une gratitude silencieuse à Jean. Mon amour, j'ai enfin appris la leçon que tu as essayé de m'enseigner. J'ai découvert que je peux aimer sans me perdre. Prendre soin sans m'effacer. Être utile sans être exploité. C'était une sagesse qui était arrivée tard dans ma vie. Mais elle apportait une liberté intérieure que je n'aurais jamais cru possible d'atteindre. À 69 ans, je vivais enfin ma propre vie. Pas la vie que les autres attendaient que je vive pour leur convenance. Le silence que j'ai choisi de maintenir n'était pas de la froideur ou de la vengeance. C'était une protection consciente de la paix intérieure qui m'avait coûté tant à gagner. C'était la reconnaissance mature que certaines distances sont nécessaires pour que l'amour puisse continuer à exister de manière saine. Un après-midi frais d'automne, presque exactement 3 ans après avoir quitté Lyon, une lettre est arrivée. L'écriture sur l'enveloppe était inconnue, mais l'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet d'avocats de mon ancienne ville. Ce n'était pas celle de Maître Dubois. Mon cœur eut un léger battement nerveux. À l'intérieur, il y avait une seule page, soigneusement pliée. C'était de Matt. Maman. Commençait elle. Je ne sais même pas si tu liras ceci. Maître Dubois a dit que tu voulais de l'espace. Et j'ai essayé de respecter ça. Ça a été dur. Plus dur que je ne l'aurais jamais cru. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi tu es parti. Au début, j'étais juste en colère. Je pensais que tu étais égoïste. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui étions égoïstes. Vivre sans toi, ça nous a forcés à grandir. Nathalie et moi, on a failli ne pas y arriver. On a dû apprendre à être des partenaires, à gérer une maison, à être des adultes sans filet de sécurité. Et ton filet de sécurité était toujours là. Si discrètement, qu'on ne l'a jamais vu avant qu'il ne disparaisse. Je n'écris pas pour te demander de revenir. Je sais que cette vie est révolue. J'écris pour te dire que je suis désolée. Je suis désolée pour toutes les fois où je n'ai appelé que quand j'avais besoin de quelque chose. Je suis désolée de ne pas avoir vu tout ce que tu faisais. Je suis désolée pour ce jour dans le garage. Je ne le pensais pas comme ça a sonné. Mais je sais maintenant à quel point ça a dû te blesser. Et je suis désolée que Nathalie et moi ayons été si négligents avec ton cœur au mariage. Nous étions jeunes et stupides et ne méritions pas l'amour que tu nous as donné. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Peut-être que tu ne peux pas. Mais j'avais besoin de te dire que je le vois maintenant. Je te vois. Pas seulement comme maman. La solutionneuse de problèmes. Mais comme Hélène. Ma mère. Qui méritait tellement mieux de ma part. Si jamais tu y es ouverte.
J'aimerais te rendre visite. Pas pour demander quoi que ce soit. Juste pour parler. Pour apprendre à connaître la femme qui vit à Annecy. Mais seulement si tu le veux. Quoi qu'il en soit. J'espère que tu es heureuse. Tu mérites d'être heureuse. Je t'aime. Matt. Des larmes coulaient sur mon visage pendant que je lisais la lettre. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de libération. D'un chagrin que je ne savais pas que je portais encore. Ce n'était pas une excuse vide. C'était une reconnaissance. Un aveu. Daniel, qui était assis en face de moi à lire son propre livre, leva les yeux. Il vit les larmes et son expression s'adoucit d'inquiétude. Hélène? Est-ce que tout va bien? J'essuyai mes yeux et brandis la lettre. Un sourire embué se formant sur mes lèvres. Tout va plus que bien? Daniel? Dis-je. La voix étranglée par l'émotion. Je crois que mon fils est enfin en train de grandir. Je pliai la lettre et la posai sur la petite table à côté de moi. Je ne savais pas si j'étais prête pour une visite tout de suite. Les blessures étaient anciennes et profondes. Mais pour la première fois, une petite porte pleine d'espoir s'était ouverte. Pas une porte vers le passé, mais une porte vers un avenir possible. Un avenir où je pourrais être à la fois une mère et moi-même. Un avenir où l'amour ne serait pas une obligation, mais un choix. Fait librement. Par deux personnes qui se voyaient vraiment. Cet après-midi-là, avec Daniel lisant tranquillement à mes côtés et l'odeur de pin des montagnes dans l'air, je compris que j'avais trouvé quelque chose que j'avais cherché toute ma vie. Sans jamais connaître son nom, l'harmonie d'être aimé pour exactement qui j'étais. Sans avoir à me transformer en quelqu'un de plus pratique pour plaire aux autres. Parfois, le plus grand nouveau départ ne se trouve pas dans un grand départ, mais dans le travail silencieux et patient de la guérison. Et parfois, le silence que nous choisissons de garder est ce qui permet enfin au bon mot d'être entendu.